Merci beaucoup. D'abord le Bordeaux pour la pédagogie. Mon intervention va s'articuler autour de deux points. Le premier point sera les conséquences de la prédation générale des finances pour mener la lutte contre la prédation financière à la gestion publique. Mais avant d'y arriver, je voudrais donner quelques petites précisions sur les interventions de mes prédécesseurs parce que je pense de la clarté de l'exposé dépendra des questions que vous allez nous poser. Donc il est important, à mon point de vue, que je puisse vider certaines préoccupations pour que ça ne puisse pas revenir en termes de questions. Je voudrais au préalable que vous sachiez que la lutte contre les détournements des deniers publics est une volonté du chef de l'État. C'est lui qui a pris cette décision et il a confié la mission, entre autres, à l'inspection générale des finances. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a l'APLC, il y a le Sénaref et il y a la Cour des comptes. Chacun de nous donc avait reçu mission de s'investir dans cette lutte et de présenter son plan stratégique. Et nous, l'inspection générale des finances, nous avions présenté notre plan stratégique qui a été adopté et que nous mettons en application. Il ne réalise pas encore que ce que l'inspection générale des finances fait est en réalité des directives et recommandations du président de la République se trompent. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Nous ne sommes que les bras d'exécution de la vision de la lutte contre l'impunité qui vient de se déclencher dans notre pays. Je voudrais donner quelques précisions en commençant rapidement par donner les domaines d'intervention de l'inspection générale des finances, tel que ça a été dit, pour que vous puissiez bien les retenir. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public. Le trésor public, avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale, qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons. Nous sommes là également pour intervenir au niveau des provinces et entités territoriales décentralisées pour nous assurer de la régularité des opérations financières qui se passent à ce niveau-là. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RD Congo pour détecter les faits de corruption, les faits de détournement des deniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Nous intervenons également pour contrôler le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Nous intervenons également pour contrôler les biens publics, les maisons de l'État, les véhicules de l'État, leur acquisition et leur utilisation. C'est pour autant dire que le domaine de l'intervention de l'inspection générale des finances commence par les finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et ETD et autres entités où il y a des intérêts financiers de l'État. Je voudrais également préciser ici les formes de contrôle qui existent en finances publiques. Nous avons trois formes de contrôle que nous exerçons en finances publiques. Il y a les contrôles a posteriori, il y a les contrôles concomitants et il y a les contrôles a priori. Les contrôles a posteriori, c'est un contrôle qui se fait
exercice terminé. Un contrôle a posteriori, c'est le contrôle de la gestion 2021, 2020, 2019, 2018. Ça suppose que le gestionnaire ait présenté les comptes dans un rapport. Il présente les comptes et on fait le contrôle de ces rapports. Ça, c'est un contrôle a posteriori qui suppose qu'on laisse les gestionnaires poser les actes de gestion, qu'ils présentent les comptes et que vous revenez une année après pour voir la régularité des opérations qu'il avait passées. Il y a les contrôles concomitants, qui est un contrôle qui doit se faire au même moment que les actes de gestion sont en train d'être posés. Ça suppose que c'est un contrôle en cours d'exercice. Comme nous sommes en 2022, le contrôle concomitant se fait sur les opérations de gestion que les gestionnaires sont en train de poser actuellement. Et nous avons le contrôle a priori, qui est un contrôle qui doit se faire avant que les gestionnaires puissent poser un acte. Avant que les gestionnaires puissent poser un acte, on peut placer un verrou de contrôle. Les choix entre les trois types de contrôle dépendent du degré des antivaleurs constatés dans la gestion publique. Dans des environnements où les gens sont civilisés, ils ont intériorisé l'existence du contrôle, on laisse le contrôle a posteriori. On laisse les gens travailler, présenter les comptes, et vous revenez une année après, 2 ans pour regarder comment ces opérations se sont passées. Et cela suppose que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a une année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer, en fait, ils puissent répondre des faits constatés. Dans un environnement où les antivaleurs deviennent de plus en plus élevés, partout au monde, on abandonne le contrôle a posteriori, on passe au contrôle concomitant, qui est ton pied, mon pied. C'est-à-dire, le gestionnaire est contrôlé au même moment qu'il est en train de poser les actes de gestion. Et plus grave, lorsqu'on a atteint des dimensions surélevées, on peut instituer un verrou de contrôle avant les actes de gestion. Comme en Belgique aujourd'hui, les inspecteurs des finances sont dans tous les ministères et ils donnent leur point de vue avant qu'un acte de gestion puisse être posé. Ils sont au niveau des contrôles a priori, avant l'acte de gestion. Et nous, au Congo, nous sommes encore au contrôle concomitant. Et c'est ce contrôle aujourd'hui qui pose un problème parce que nous n'étions pas habitués. On était habitué à un contrôle a posteriori où vous venez pour 1 mois, 2 mois, vous contrôlez quelqu'un, vous allez et vous faites rapport, et généralement les rapports qui étaient dessinés dans les tiroirs des autorités. Nous avions changé de méthode et je vais revenir là-dessus. Et le contrôle concomitant a l'avantage d'être permanent et ça fait juste à ce que vous intériorisez la bonne gouvernance. Juste à ce que vous intériorisez les meilleures valeurs de gestion, c'est à ce moment-là qu'on peut lever les contrôles concomitants. Je voudrais également préciser la hiérarchie des contrôles dans notre pays. Nous avons les contrôles tels que le coordonnateur l'a dit, les contrôles parlementaires ou les contrôles politiques, qui est exercé par les parlements, l'Assemblée et le Sénat au travers des commissions économico-financières. Ces contrôles tiennent tout autre en État. Lorsque le Parlement de la République contrôle, c'est le contrôle supérieur, le contrôle suprême. Et ce contrôle tient tout autre en État et tout le monde doit lever l'encre. Le deuxième niveau de contrôle en termes de hiérarchie, c'est le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Le Parlement et la Cour des comptes exercent essentiellement le contrôle a posteriori. Ils ne peuvent pas exercer un contrôle concomitant ou un contrôle a priori. Les 2 organes exercent le contrôle a posteriori, c'est-à-dire des contrôles qui portent sur les années antérieures, les rapports financiers étant rendus. La Cour des comptes a 3 compartiments en son sein. Nous avons les auditeurs,
nous avons un parquet près la Cour des comptes et nous avons la Cour elle-même. Les auditeurs sont des personnes qui descendent sur le terrain pour vérifier les comptes et faire rapport des questions et des infractions. Et c'est les parquets près la Cour des comptes qui défèrent les coupables de mégestion devant la Cour elle-même, la Cour des comptes. Le parquet ne peut déférer devant la Cour des comptes que, selon nos lois, les mandataires publics et les comptables, les ministres, les gouverneurs et les ministres provinciaux ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. Donc, si la Cour des comptes devra mettre en justice devant sa juridiction les gestionnaires, il ne peut s'agir que des comptables publics ou des mandataires publics, à l'exception des ministres nationaux, des ministres provinciaux et des gouverneurs de province. Je voudrais enfin situer les contrôles de l'inspection générale des finances comme troisième niveau de contrôle. Alors, les lois de la République disent ceci: les contrôles de l'Assemblée tiennent tout autre en état. C'est-à-dire, quand l'Assemblée intervient, tout le monde disparaît. Les contrôles de la Cour des comptes tiennent les contrôles, tout autre contrôle en état, à l'exception du contrôle de l'Assemblée, qui est au-dessus de la Cour des comptes. Ça signifie que quand la Cour des comptes intervient, si l'Assemblée est là, la Cour des comptes lève l'angle. Quand la Cour des comptes intervient, l'inspection générale des finances est là, les contrôles de l'inspection sur le volet a posteriori. Parce que la Cour des comptes ne fait pas un contrôle concomitant. Sur le volet a posteriori, la Cour des comptes tient le contrôle de l'inspection générale des finances qui est a posteriori à l'État. Et le contrôle de l'inspection générale des finances comme troisième levier de contrôle est supérieur à tous les autres contrôles qui puissent exister au niveau de l'exécutif. Je voudrais également préciser qui contrôle l'inspection générale des finances, qui contrôle la Cour des comptes. Vous devez savoir que nous, en tant qu'Inspection générale des finances, nous subissons des formes de contrôle. Les premiers contrôles portent sur les fonds mis à notre disposition pour fonctionner. Le deuxième contrôle porte sur la régularité technique des actes de contrôle que nous faisons. En ce qui concerne les fonds mis à la disposition de l'inspection générale des finances, j'aimerais que vous sachiez que tous les services de l'État qui bénéficient des fonds publics, ces fonds publics passent par des personnes que nous appelons les comptables publics. On ne peut pas mettre les fonds publics à la disposition des gestionnaires. On les met à la disposition du comptable public. Le Sénat a un comptable, l'Assemblée nationale a un comptable, la présidence a un comptable, tous les ministères ont un comptable, l'inspection générale des finances a un comptable, la Cour des comptes a un comptable, le parquet général a un comptable. Tous ces comptables reçoivent des fonds qui doivent être utilisés par les ministères, les institutions, les services que nous sommes. Ces comptables-là sont soumis à 4 types de contrôles en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Il y a premièrement les contrôles de la comptabilité publique, qui est une direction du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition, comment les gestionnaires l'ont utilisé. Deuxièmement, il y a le contrôle de la reddition des comptes. Il y a encore une direction du ministère des Finances qui contrôle les comptables chaque année, parfois chaque 6 mois, l'utilisation des fonds mis à leur disposition que les services ont utilisés. Nous avons encore les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances qui contrôle tous les comptables sur les fonds mis à leur disposition. Quatrième niveau de contrôle, c'est l'inspection générale des finances qui contrôle tous les comptables. Et 5e niveau, c'est la Cour des comptes. Donc, nous, en tant qu'Inspection générale des finances, sur les fonds, nous subissons les contrôles de la comptabilité publique, les contrôles de la reddition des comptes, les contrôles de la direction de l'audit du ministère des Finances et nous subissons les contrôles de la Cour des comptes. Autant que nous pouvons aller contrôler les comptables qui y a à la Cour des comptes parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'autocontrôler. En ce qui concerne notre mission de contrôle, il n'y a aucun organe qui les contrôle. Nous subissons les contrôles hiérarchiques, c'est-à-dire c'est la hiérarchie qui est placée au-dessus de nous
qui fait le contrôle de la qualité technique du travail fait par l'inspection générale des finances. Et sur ce point de vue, je veux que vous sachiez que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État. Et pourquoi? Cela ne fait pas de l'inspection générale des finances un service de la présidence. L'inspection générale des finances est un service public. Nous sommes des fonctionnaires. Mon adjoint et moi, nous sommes entrés à l'inspection générale des finances le 30 septembre 1989. Aujourd'hui, 34 ans. Et nous ne nous sommes pas sortis. Nous sommes restés 34 ans et nous avions gravi les échelons. Nous sommes arrivés ici comme des stagiaires. Et nous avions été confirmés. Nous avions gravi les 6 échelons de l'inspection générale des finances pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires disposant d'un numéro matricule à la fonction publique. Sauf que quand vous devenez chef de service et chef de service adjoint, vous avez les rangs qui vous est donné, les rangs de ministres et vice-ministres. On vous fait quitter de la liste des payes des fonctionnaires pour vous mettre sur la liste de paye des membres du gouvernement. Mais nous avons des numéros matricules. Demain, si ces fonctions cessent, nous restons dans ce corps comme inspecteur général, fonctionnaire au grade de secrétaire général. Les inspecteurs de finances ont 3 grades. Nous avons des inspecteurs de finances chefs de division, des inspecteurs de finances directeurs, là ils sont inspecteurs principaux, et des inspecteurs de finances secrétaire général, c'est dont on appelle inspecteur général. Et j'aimerais donner cette précision parce que la plupart des personnes qui conduisent les missions de l'inspection générale des finances sont des secrétaires généraux, inspecteur général, secrétaire général nommé par ordonnance. Nous n'avons aucun inspecteur général qui est commissionné. Tous ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et dans ce service, nous avons plus de 80 secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle qui exercent les fonctions d'inspecteur général. Et dans la hiérarchie administrative reconnue par nos statuts, un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. Parfois, nous avons la confusion quand on voit les directeurs généraux. C'est quoi se mettre au-dessus d'un inspecteur général? Un inspecteur général, il est avant tout secrétaire général. Et un secrétaire général, il est au-dessus d'un directeur général. L'administration, dans l'administration, nous avons secrétaire général, directeur général, il faut commencer à descendre. Je voulais donner ces précisions-là pour que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Je voudrais également relever une chose avant que je puisse intervenir en ce qui concerne les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter les contrôles plus haut. Les contrôles devaient être portés vers les gestionnaires, les vrais gestionnaires publics, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics. De l'histoire de notre service, on ne mettait en cause que des comptables ou des directeurs financiers. C'est plus la première fois qu'on a mis les curseurs plus haut et nous avions commencé petit à petit à avoir des résultats. Et c'est pour la première fois que nous avions déclenché les leviers de traduire les auteurs des actes de détournement devant la justice. Ça aussi, je vais expliquer cela. Pourquoi? Parce que l'inspection générale des finances relève de l'autorité directe du chef de l'État, mais les inspecteurs des finances, revêtus de la qualité d'OPJ, dépendent également du procureur général. Donc, lorsqu'ils exercent leur mission et qu'ils découvrent des actes de détournement qui sont des actes répréhensibles par rapport au code pénal, les inspecteurs des finances sont obligés de saisir le procureur général pour déclencher l'action publique. Et nous avions activé cette réalité-là. Donc nous avons cette double dépendance où nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État sur le plan administratif et nous relevons du procureur général pour activer les poursuites en cas de découverte des
actes de détournement. Pourquoi nous relèvons de l'autorité directe du chef de l'État? Nous relèvons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et les détournements lorsque vous êtes un service, vous dépendez d'un membre du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Voilà pour nous l'une des raisons. Ce n'est pas nous qui avions décidé que l'inspection quitte la dépendance au niveau du gouvernement pour être au niveau du président de la République, mais c'est une décision qui remonte de 2009. L'inspection générale des finances relève de l'autorité du président de la République depuis 2009. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les gens qui ont travaillé pour ça ont estimé que ce serait beaucoup plus efficace de se mettre au-dessus des personnes qui sont impliquées dans la gestion pour qu'on se situe un peu plus haut, afin d'avoir vraiment une autonomie dans l'exercice de la fonction de contrôle. Je voudrais également dire que nous avions beaucoup contribué pour mettre fin à la cacophonie constatée dans la gestion des finances publiques. Il y a eu beaucoup de choses que nous avions constatées et nous avions décidé de nous impliquer au péril de notre vie et parfois des menaces. Nous nous sommes impliqués. Il y a eu beaucoup de phénomènes que nous avions constatés. On vous a parlé des exonérations, des compensations, mais je voudrais ici relever un problème sérieux qui caractérise notre finance publique, les paiements en procédure d'urgence, qui sont des paiements qui ne suivent pas la procédure légale et qui quittent directement le ministère des Finances vers la Banque centrale. Déjà en 2020, nous avons relevé que les dysfonctionnements que nous avons été créés par ces paiements, et nous nous sommes impliqués pour que le gouvernement puisse y mettre fin. Des devises qui contribuent efficacement à l'amélioration des réserves d'échange. Les réserves d'échange étant les moyens en paiement, nous avions procédé au contrôle de la Banque centrale, le contrôle qui a découvert les cartes Visa connectées directement au compte général du Trésor dont disposaient certains membres du gouvernement à leur guise. Et c'est grâce à l'inspection générale des finances que ces cartes Visa ont été désactivées. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions trouvé le niveau maximal des recettes de l'État à 300 millions de dollars. Et les mois les plus spectaculaires étaient les mois où on réalisait 350 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez suivi le gouvernement. À partir du mois d'avril 2021, les finances publiques congolaises ont pris de l'ascenseur. Et nous sommes arrivés à un niveau minimal de 450 millions de dollars par mois. Soit des recettes supplémentaires chaque mois de 150 millions, et ce n'est encore rien. Nous devons davantage travailler parce que le Congo a beaucoup de potentialités fiscales et économiques que nous devons capitaliser. Voilà un peu quelques précisions que je voulais donner avant que moi j'entre dans mon exposé. Nous avons de la documentation de l'IGF. Et nous allons encore davantage, avec nos services, apprendre de vous. Ce que je peux vous préconiser, vous suggérer, c'est de nous faire la synthèse de votre intervention de 10 minutes. Et de mon plein droit, je vais aussi abréger les questions. C'est-à-dire, je vais accorder d'une manière discrétionnaire de sorte que l'après-rencontre qui est en bas prenne aussi du temps. Je vais rapidement, en 10 minutes, comme ça vous allez poser une question, vous parler tout d'abord des conséquences des détournements. Vous le savez tous, on a suffisamment communiqué là-dessus. La première des conséquences que vous devez savoir, les détournements des deniers publics détériorent la qualité de la vie de la destination. Donc 80 $, prenez une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. Il n'y a pas un environnement
corruption zéro ou détournement zéro. Faux, on ne vous trompe pas. Les pays les plus modernes dans ce domaine-là, ils sont à 80%. C'est Norvège et Australie qui sont en tête. Ils sont à 80%, ça signifie que lorsqu'on sort 100 $, on peut retracer 80 $ dans l'usage collectif et 20 $ prend une destination inconnue. Donc, je voudrais dire que les proportions nous semblent été inacceptables. Nous devions donc prendre ces problèmes comme une priorité. Les degrés étaient trop élevés. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé de 1 ou 2% au maximum des gens qui s'enrichissent, au détriment de plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Le détournement des deniers publics aggrave le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de la corruption et des détournements dans le développement, nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir de véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Un environnement où vous ne savez pas les concurrents comment ils gagnent les marchés. Vous vous réveillez le matin, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine de travail que vous, il gagne les marchés, vous ne savez pas comment on fait pour gagner les marchés. Quand vous parlez avec les investisseurs, que ce soit les Américains les plus sérieux, pas les investisseurs qui viennent ici entre deux guillemets, cherchant les mines, les diamants et les autres, les véritables investisseurs, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un environnement corrompu. Un investisseur, pour moi, c'est celui qui arrive, qui fait les transferts de technologie, qui vous implante une usine, qui transforme ce que vous avez ici comme matière première, qui les transforme en produits finis et qui crée véritablement de l'emploi. Pas des investisseurs qui viennent pour prendre nos terres en termes de minerais et l'amener pour aller donner de l'emploi ailleurs. Donc aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un environnement où il y a la corruption. Par conséquent, le chômage dont on est en train de faire de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Les pays ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Les économistes, les juristes, les compétents, mais le mot important dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisé. Et c'est ce qui a fait échec à notre point de vue. Je voudrais enfin terminer en disant que la corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale pour le pays. Dès lors que vous êtes côté un pays corrompu, un pays de détourneurs, un pays de prédateurs, vous n'avez aucune crédibilité sur le plan international. Les autres nations vous accordent une importance, une place de valeur lorsque vous vous investissez efficacement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Sous d'autres cieux, ce sont des infractions qui sont sévèrement punies. Vous serez en Corée du Nord, vous n'avez pas d'autre sort que d'être livré à la mort. Vous serez en Chine, c'est la même chose. Et vous serez aux États-Unis, des salaires, c'est là que nous on apprécie l'attitude des Américains. Que vous ayez investi votre argent de la fraude
de la drogue, créer des usines, dès lors que l'origine c'est la corruption, la fraude, les détournements, vous êtes arrêtés, vous êtes mis en prison pour 150, 200 ans de prison. Parce qu'ils ont compris les méfaits, les conséquences que créent ces phénomènes dans l'avenir de toute une nation. Ainsi terminé rapidement, les conséquences des détournements, de lutter contre l'impunité est une décision du chef de l'État. Et le chef de l'État nous a confié cette mission. Et quand le chef de l'État nous avait confié cette mission avec mon adjoint, nous avions présenté notre plan pour aller dans ce combat. Dans ce plan, c'est là que je trouve les stratégies que je vais rapidement décliner ici. Nous avions dit que premièrement, il fallait mobiliser les ressources humaines et financières importantes. À notre arrivée à l'inspection générale des finances, nous avons trouvé, nous avions été nommés le 30 juin 2020, nous avions pris fonction le 7 juillet 2020. Nous avions trouvé l'inspection générale des finances avec des frais de fonctionnement des corps d'inspecteurs des finances. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un effectif de 225 inspecteurs de finances. Donc nous avons multiplié les effectifs de l'inspection générale des finances pour entrer dans cette lutte. Nous avions, dans cet ordre d'idées, mobilisé ces ressources humaines. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances, parce que nous avions très bien compris les problèmes de l'inspection générale des finances. Nous avions fait comprendre aux inspecteurs de finances la nécessité de s'engager dans la lutte. Donc nous avions fait un travail de sensibilisation interne. Je vous jure, si nous n'avions pas fait ce travail en interne, on ne pouvait pas avoir des résultats à l'extérieur. Nous ne sommes pas des saints, nous vivons dans cet environnement des Congolais. Donc il fallait tout d'abord mobiliser les troupes à l'intérieur, démontrer les méfaits et, comme vous devez le savoir, il faut un minimum de confort pour assurer la vertu. Ça c'est moi. Donc il fallait travailler sur les conditions de travail, les conditions financières des inspecteurs de finances pour les motiver à aller dans cette lutte. C'est ce qui justifie, au mois de septembre 2020, nous avions procédé à des réformes. À des réformes, on reconnaîtra des fonctionnements en termes de rétrocession qui est lié au niveau des recettes réalisées. Deuxième réforme que nous avions entrepris pour aller dans cette lutte, c'est la réforme des structures de l'inspection générale des finances. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé 4 brigades. Les brigades sont des unités opérationnelles qui exécutent des missions. Nous en avions trouvé 4. Et ces brigades-là, dans leur forme, existent depuis 1987, soit près de 35 ans. Alors que les finances publiques ont connu une évolution. Quand vous allez à la DGI, il y a eu tellement de changements. La DGI était adaptée, la DGRAD était adaptée des instructions. Nous l'orientons aux responsables de l'entreprise. Si c'est un établissement public, c'est les ministres soient prises. Il n'est plus question qu'un contrôle qui s'est soldé par une mégestion caractérisée et des détournements, que ce contrôle-là puisse trouver son terminus dans les tiroirs. Il faudra qu'on applique des sanctions. Donc nous avions activé la sanction administrative. Deuxièmement, nous avions travaillé sur la sanction judiciaire. C'est ce qui ne se faisait pas à l'inspection générale des finances. Nous avions dit que nous sommes des OPJ. Pourquoi nous avions contrôlé, on découvre des faits infractionnels, nous n'activons pas les cours et tribunaux. Nous avions commencé dès 2020 à activer la sanction judiciaire. Quand on découvre dans un dossier qu'il y a des infractions en rapport avec les détournements des deniers publics, nous faisons un PV en tant qu'OPJ et nous saisissons les procureurs et nous lui demandons de poursuivre. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions traduit beaucoup de contrôlés en justice. Et cela est légal, c'est dans nos compétences. Malheureusement, on ne l'exerçait pas avant. Quand nous avons commencé à le faire, les gens ont considéré que c'était les habits. Il y a des gens qui nous ont dit non, il faut faire les contrôles, faire les rapports et attendre. Non, si vous voulez lutter, il faut sortir des sentiers battus, changer les méthodes en rapport avec le comportement des gens qui gèrent. Voilà donc, deuxième niveau, nous avions activé la sanction judiciaire. Et enfin, troisième élément, troisième sanction, nous avions misé sur
la réprobation sociale. Et pour moi, c'est important. La réprobation sociale, c'est aller vers le quatrième pouvoir de la société, communiquer, donner l'information sur les bandits, les détournés, pour qu'ils puissent crier. Parce qu'il y a une réalité. Les mauvais gestionnaires ont besoin d'un côté du fonds public et de l'autre côté d'une dignité. Et lorsque vous les frappez dans le cœur de leur dignité là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Nous avions dit qu'il faut communiquer les résultats de nos contrôles tout en préservant la présomption d'innocence. C'est important. Quand nous communiquons, nous ne citons pas les gens. Mais nous savons qu'en communiquant, ils vont se sentir visés et ils vont déclencher les débats. Mais nous, on ne communique pas leur nom. Nous avons le droit de dire qu'on a contrôlé telle structure et nous allons trouver une mégestion grave qui sont auteurs dans les rapports. Mais c'est eux-mêmes qui vont commencer à parler, et lancent les débats et tout le monde sait que c'est de lui qu'on parlait. Au final, ces inspecteurs généraux sont autant que moi, inspecteurs, revêtus des mêmes compétences. Donc quand ils rendent leurs conclusions, même moi, je suis devant un fait. Je ne peux pas modifier une seule conclusion d'un inspecteur. Parce qu'il nous amène les conclusions. Et nous, au niveau de la direction, on ne fait qu'analyser les conclusions et adopter. Imaginez que je me mette, moi, à prendre les rapports des inspecteurs à mettre dans les tiroirs, ou à prendre les rapports des inspecteurs à dire non, cette conclusion, il faut modifier. Je vais être la personne qui aura mis frein à un élan patriotique parmi les inspecteurs. Je ne peux pas jouer à ce rôle. Je peux vous dire, parfois, je me retrouve devant des situations embarrassantes. Tout récemment, le PCA de l'ONATRA, qui est à Makala, est mon cousin, je vous le révèle. Mais j'étais devant une évidence. Je ne peux rien faire. Il venait me voir à tout moment quand il a été nommé. Je lui ai dit, faites attention, faites attention. Quand on est parti le contrôler, je ne pouvais rien faire d'ailleurs. Je n'étais même pas là. C'est mon adjoint qui a déclenché la mission. Les conclusions sont arrivées, nous tous, devant l'évidence. Je ne pouvais rien faire, rien. Et il est à Makala. On est devant, parfois on est mal compris. Je peux même vous dire, moi les jours où j'ai vu les conclusions des enquêtes de Boukangalose, j'étais très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que moi, j'ai étudié avec l'ancien Premier ministre. Un homme très intelligent, compétent et organisateur. Nous sommes de la même école. Partout où nous passons, nous laissons des traces d'organisation. Vous sentez qu'il y a un organisateur qui passe. Je ne savais pas que les conclusions des enquêteurs pouvaient être celles-là. Mais quand les conclusions sont arrivées, je peux vous dire vraiment que j'étais quelque peu déboussolé et affaibli. Parce que je n'ai pas la compétence de modifier les conclusions du travail des inspecteurs. Sinon, je vais entrer en guerre avec eux. C'est eux qui font l'intervention. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail. Donc, moi, quand les conclusions arrivent, ces conclusions-là deviennent des conclusions de l'inspection générale des finances et je suis obligé de défendre cela. Malheureusement, on ne se comprend pas. Tout récemment, tout ce qui est comme bruit, je n'ai jamais été dans une entité pour faire un contrôle. Celui qui amène tous les prédateurs arrêtés dans la patrouille financière, c'est le chef de brigade de la patrouille financière. Il est sur terrain, je ne sais pas s'il est là. Voilà, c'est lui. C'est lui qui dirige la patrouille financière. Il est où? C'est lui qui dirige la patrouille financière. C'est lui qui dirige la patrouille financière. C'est lui qui arrête les gens. Moi, je suis au courant. Nous, on est au courant les soirs à 19h. On nous amène des personnes qui ont été pris dans les filets.
Et quand on vous expose les faits sont tellement patents, vous ne pouvez rien faire que accepter et dire, voilà, nous y allons. Donc, nous voulons que vous puissiez comprendre que la lutte contre le détournement, c'est votre problème. C'est notre problème et c'est le problème de tous les pays. Ce n'est pas un problème d'un individu. Que je sois là ou pas, je pense que l'élan patriotique à l'inspection de la même manière, on n'a jamais eu de problème avec les gens. Et dernière stratégie que nous avions mise en place, cette convention stipule que l'efficacité dans la lutte, c'est lorsque la population s'approprie de ces combats. Voilà pourquoi la communication, la stratégie d'associer les Congolaises et les Congolais dans cette lutte, parce que nous considérons que c'est sincèrement, on peut être compétent, on peut tout faire. Si nous ne luttons pas contre ces phénomènes dans la gestion publique, nous sommes loin de nous développer. Nous devons être là-dedans. Si nous voulons espérer un Congo meilleur demain, bien sûr, ce ne serait pas en 2023. C'est un travail de longue haleine qui peut nous prendre 5-10 ans, mais petit à petit, le pays va prendre une autre direction. Et je vous invite, comme quatrième pouvoir et le pouvoir le plus efficace, vous ne savez pas quand vous parlez comment les trois autres pouvoirs tremblent. Parfois, vous ignorez ça. Vous ne savez pas quand vous parlez avec des arguments solides, irréfutables, comment vous faites manquer de sommeil aux prédateurs. Usez de votre pouvoir positivement et dans l'intérêt du pays. Nous, je ne suis pas venu aujourd'hui pour demander que les journalistes soient de notre côté. Vos critiques, si on ne vous critique pas, alors vous allez tout droit vers la dictature. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, j'accepte les gens qui nous critiquent et ils nous aident à nous améliorer. Et je veux que les gens qui nous critiquent continuent de nous critiquer. Bravo! Il faut qu'ils nous critiquent. Et nous allons profiter de cette critique pour nous améliorer. Qu'ils restent dans les critiques, ça nous aide. Ceux qui nous critiquent sont aussi nos serviteurs. Et ceux qui nous appuient, j'aimerais qu'ils nous appuient, non pas dans le militantisme, non pas dans Jalelo. Ils nous appuient en regardant effectivement ce que nous faisons, si c'est bon de nous appuyer. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous communiquer, pour que ceux qui nous critiquent en connaissance des causes, et ceux qui nous appuient également en connaissance des causes. Voilà les journées d'échange citoyen instaurées par l'inspection générale des finances sont des journées de sensibilisation des couches sociales pour faire porter les messages de la lutte contre la corruption et le détournement et pour faire comprendre à ceux-là qui peuvent influer positivement sur la marche de la nation comment nous faisons notre travail. Président, j'ai dit je vous remercie. Dites Amen. Suffisamment de la documentation. Oui. Ici de même. Chacun sait ce qu'il doit faire. Aux journaux, aux communications, en bas. Non, Vous le prenez en aparté, vous faites votre travail. En bas, il va y avoir la photo de famille, d'une manière sectorielle, ordonnée, selon le protocole. Et puis, pour le protocole, vous consommez suffisamment modérément et vous laissez l'inspection dans l'état où vous l'avez trouvé, c'est-à-dire propre, ordonné. Parce que vous avez vu qu'en entrant là-bas, jusqu'ici, tout est en ordre. N'est-ce pas? Il y a moins de militaires qui peuvent présenter aussi un bel avenir. Donc, félicitations à eux. On peut les applaudir pour les même Péoloa. Moi, je
en même temps parce que les inspecteurs baye na ba on est bazonyo pour la bazonyo futa ba kwa côté donc ça va procéder ba ba balanga parce qu'il y a moko inspecteur Gilles Ngeko to comprendre niveau j'ai passé au sala et puis c'est la capitale de la moto on a moga ba iba ga ba million de tout ça ba na ba million la suite déjà qui sont presque au ba maman ça la sorte donc on va faire pour dénoncer que la blonde éviter corruption. Bon, corruption, même dans ma pays développé, on a une étape, malem et malem. Mais déjà, dans ma qualité, on a bien, tu vas quelque part pour que tu aies pour le monde. Merci. Cet échange citoyen, j'ai retenu ce qui nous concerne, nous, le rôle des médias, le rôle qu'on doit jouer, le volet réprobation sociale. C'est-à-dire, vous êtes au courant d'informations comme quoi il y a des prédateurs, il y a des agents de l'État qui sont en train de dilapider l'argent. Dès que vous avez cette information, il faut la publier pour décourager les mauvaises intentions. Alors pourquoi seulement faire appel aujourd'hui à la presse, aux journalistes que nous sommes? Ils travaillent avec la presse, je crois que de manière sectorielle, par groupe. Je crois qu'aujourd'hui, il a voulu élargir pour donner la chance à tout le monde. Et il a compris aussi qu'il y avait quand même peut-être des limites. Il fallait donner la chance à tout le monde pour que l'information puisse atteindre un grand nombre. Pour limiter quand même des dégâts, éviter la corruption aujourd'hui à la presse, par exemple. Non, moi je ne pense pas. Il n'y a pas de corruption dans la presse, je pense pas. Nous, on ne doit pas flageller notre métier. On doit être fiers de ce que nous faisons. Il n'y a pas de corruption au sein de la presse. Non. Les journalistes informent les gens par rapport à ce que lui il entend. S'il n'a pas accès à toutes les sources d'information, alors il va utiliser la source qui est la sienne, la source qu'il a approchée. Aujourd'hui, il nous a approché, il nous a donné la version, il nous a informé sur les comptes de business. On a compris. Demain, ça sera une autre structure qui va nous appeler. Il est évident qu'en ce moment-là, on aura aussi un autre son de cloche. Je ne pense pas qu'il y a la solution de la presse. J'en doute fort. Je vous remercie. Alors, on a dit que le lot, c'est quand même un journaliste, parce qu'il faut dire qu'avant, il y avait un composant de la société. Il y avait un musicien, il y avait un comédien, le lot parlait d'un journaliste, pour qu'après ça va du solo, il y a un mboka, et disons, un solo mboka et tambolamaka, et puis un bango va de la mboka. Parce qu'après, le journaliste est venu que tendance à mon ceux qui prédateurs m'ont dit bon à l'État, à qui a bien journaliste, tout passant les médias naïe, alors le bélier, le cadre naïe. Maintenant, ce qu'il fallait que les journalistes pour conscientiser, pour expliquer que bon l'État va y avoir un bon. Donc les journalistes qui sont en réalité relais à la casse à la société, il fallait qu'ils soient toyokai. Et je pense que le BD dans Bayoki a une idée, et je pense que le traitement de la information aux autres concernant la finance, qui n'ont pas sauté, mais je pense que c'était important pour nous répondre aux journalistes de Baya. Et puis, depuis RDC et RDC, même congrès, il y a une sorte de journaliste de l'État. Donc c'était important que les journalistes viennent, pas en idée, pour que tant que ça des missions, tout ça nous convient. Les journalistes vont être contents, ils vont dire que non, le président Jean-Marie Kassamba, il y a un modérateur, il y a un certain mouvement, il est là. Après, si nous combattons les journalistes, c'est moi 2-3 questions à poser par rapport à la préoccupation de la Bango, juste après discours, et puis moi, la Moka, qui est journaliste. Donc ceux qui font la formulée requête, on a expliquer, mais en tant que professionnel, il y a médias, pourquoi restreindre, parce que il y a dans la plus de dégâts, ça va accorder la question. Parce que ça va accorder la question, la journaliste, il y a dans la PC journaliste au point d'équipe sur la boîte. Au PC, il fallait finalement que tout arrêter en gros, et tout ça autrement. Et je pense que c'est la question. Et mon point IGF. Bon point à IGF, moi j'ai aimé, j'ai apprécié, bon, depuis longtemps je vois ça de loin, on a un peu de près. Donc je continue à croire que... Et puis il faut peut-être dire la vérité, la réalisation est un mandat pour les gens qui disent. Réalisation mauvaise efficace pour l'IGFT. Aucune structure n'est aussi efficace comme l'IGF. Donc je pense qu'on a que souhaiter bon vent là-bas. Pas tenir, pas continuer jusqu'au bout. Beaucoup de transparence, beaucoup de vigilance, beaucoup de bonne gouvernance et voilà la guerre. Merci beaucoup. Il y a bien individu. Et mon point IGF.
En tout cas, je félicite cette initiative, idée surtout, et na numéro 1 en il y a Gilles Alingeti na Moussala Ozali Kosala. Début sera toujours difficile, mais tout le monde a des résultats. Moi, je suis en désordre, je suis en cascade, pour que l'IGF et les aussi dans la prison. Merci beaucoup. Service, il y a inspection des finances, vous allez représenté par M. Gilles Alingeti. Oyo Azali Koluka a approprié biso lutte contre la prédation financière. Parce que Toebi que Mboka Nabiso est dirigé comme Yemoko Oteki Kolobango par beaucoup de professeurs, intelligents en dengue n'andengue. Mais Tikala Kobota développement est malongate parce que Moïbi Ezaki Makasi. Voilà pourquoi aujourd'hui, Alingi Biso, Balobeli Mboka, Panzi Sangou, Bino, journaliste, tola ta lutte contre la prédation financière. Lutter contre la corruption. Ce qui bisognos tobandiko sensibiliser. Ce bisognos tobandiko vulgariser les bonnes actions à chef de l'État. Ce bisognos tobandiko conscientiser miibi, je pense que Mboka Eke Liboso. Voilà ce qui a justifié notre présence parce que tokoik politique lit oyo, il y a prédation na maboko mutumo côté. Jules c'est juste un inspecteur, mais bato bazali koyiba, bazaba tatana biso parfois, bande kona biso, bayaya na biso, o bazana kati ya organisation. Alors biso peto na mukumba ya koyibisa bango ke moyibi ezali mabe. Kozwa mbongo ya l'État koutilisanga à des fins propres ezali mabe. Alors lelo, Jita Lingeti a compris que akoki kobunda ye mokote bitumba wana parce que c'est un combat de siècles. Batunyo sobaleka la tête ya pays, bazaki nde bamiyibi. Alors cette fois-ci, pour que Mboka Ibonga, il faut bisognos to chama boko dans la pâte. C'est comme ça qu'il nous a dit, il faut s'approprier l'itwana, to conscientiser, to te yabatu, to ebisa bango ke moyibi ezali mabe. Abengi nde biso pona kopesa biso pouvoir ya kosalela maloba ko yazali koloba déjà, musale ya salaka déjà, to yebisa batu ke koyiba mbongo ya l'État ezali mabe. Yamboka ezali ya mutute. Gilles Alingeti azali inspecteur un jour à Koleka, tout comme président chef de l'État. Ceux qui ont des journalistes, ils allaient pour kopesa bango au moins charge, responsabilité aux appels à bango parce que bazali troisième pouvoir. Abengi bango pour kopesa bango bongote, bako sala pe publication IGF parce que IGF lui-même a seule publication na ye na kokanga libi na kosala contrôle financier na kati ya entreprise ya l'État. Boye ba très bien que depuis que IGF a bandi ko contrôle na 2021 tilelo, binobo bomoni réalisation na ya gouvernement na biso ezali ko de passer oyo tozwa depuis indépendance jusqu'aujourd'hui. Alors, IGF n'a pas besoin de publication ou publicité parce que Yomo a déjà publicité. Alors, tous les kimia, tous les bandes qui sont musala na biso, tous les yabao yabiso bazali na kati ya institution, tous les bisabango kokoyi bezama bende likambo babengeli biso et tali makambo ya publicité ya IGF.